Donc, je m'appelle Mathieu, je travaille pour le MOVE. Le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, en tant que mouvement des entrepreneurs sociaux, on est là pour représenter les entrepreneurs qui mettent l'impact social et environnemental au cœur de leur projet. Donc, on vous connecte, accompagne, on crée des temps de rencontre, de montée en compétences et de partage entre pairs pour vous aider à développer votre projet, votre impact. Et puis, en tant que mouvement, on est aussi là pour vous représenter auprès des instances décisionnaires, des pouvoirs publics, pour porter votre modèle, porter le modèle de l'entrepreneuriat à impact en France, et, voilà, et vous aider aussi à développer votre projet. Et donc, on travaille avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'experts qui travaillent sur leur champ d'expertise respectif pour vous aider à développer votre projet. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marion qui est avec nous et qui est experte en com responsable et qui va pouvoir vous aider à un peu mieux comprendre quelle est la com responsable et comment bien l'utiliser pour voilà, valoriser votre projet et vous aider à le mettre en avant et à mettre en avant votre impact. Marion, je te laisse dire quelques mots sur toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à tous déjà. Donc moi, je suis consultante en communication responsable. En fait, j'accompagne des structures à impact, mais aussi des structures classiques sur leur stratégie de communication et sur la gestion de leurs projets de communication, que ce soit online, offline, événementiel. Mais aussi, justement, pour les structures plus classiques, je les accompagne notamment dans la conduite du changement autour du développement durable, selon leur niveau de maturité. Et en fait, dans tout ça, j'applique vraiment les règles et les valeurs de la communication responsable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous définir, vous expliquer ce que c'est. Dans un second temps, on parlera de la com responsable dans cette période un peu particulière autour du corona. Donc, qu'est-ce que c'est la com responsable? Donc, j'ai vu qu'il y avait un petit peu des éléments de réponse. En fait, pour moi, c'est vraiment une philosophie de métier qui est un petit peu différente de la communication traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une communication globale qui est soucieuse de ses impacts environnementaux, sociaux et économiques, mais qui est aussi respectueuse et à l'écoute de ses parties prenantes. C'est quelque chose où on a de l'éthique, de la créativité, mais aussi beaucoup de bon sens. Pour moi, la communication responsable, c'est aussi remettre du bon sens dans toutes les pratiques de communication qui ont pu être mises en place depuis dans le siècle dernier avec certaines formes de dérives. Et c'est remettre de la pertinence et du bon sens dans la façon de travailler sa communication. Et donc, ça implique l'éco-socio-conception des outils de communication. Donc déjà, à quoi ça sert pour une entreprise de faire de la communication responsable? Donc déjà, là, quand vous avez une structure à impact, pour moi, déjà, ça fait forcément sens parce que c'est assurer tout simplement une cohérence entre ce que vous proposez, entre vos actions, entre votre plus-value, entre votre cœur d'activité d'entreprise et votre communication, parce qu'on ne peut pas avoir... c'est aller au bout et on ne peut pas seulement appliquer ces valeurs à juste son cœur de métier. Je pense qu'il faut appliquer ces valeurs à toute la chaîne de fonctionnalité de son entreprise, que ce soit la communication, mais aussi les RH, etc. Donc la com responsable, ça permet d'assurer cette cohérence. Ça permet aussi de se démarquer parce que du coup, ça apporte un peu des contraintes supplémentaires et ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu une philosophie de travail qui est un peu différente. Donc, ça pousse aussi de la créativité. Et ça permet d'aller toujours un peu plus loin dans sa démarche de développement durable parce que on va forcément, pour pouvoir communiquer de façon responsable, on doit être cohérent dans ses messages. Et du coup, on doit toujours s'assurer que son cœur d'activité est bien en accord avec sa communication. Donc, ça permet aussi d'améliorer son activité et d'aller toujours plus loin dans son impact positif. Donc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, concrètement, d'une part, il y a dans la communication, il y a tout ce qui est l'important, la base de la communication, c'est... On peut passer à la slide suivante, Mathieu. La base de la communication, c'est le message. C'est ce qui est important, c'est ce que vous allez faire passer. Ça peut...
moi, je trouve que mon métier est intéressant parce que grâce à la communication, on peut vraiment avoir un impact sur les modes de vie, faire changer des choses dans la société. Et ça, c'est vraiment par le message. Donc, la communication responsable, ça implique de respecter par vos messages de la sincérité, de respecter les publics auxquels vous vous adressez, etc. Et d'autre part, toute la partie plus concrète, c'est-à-dire que c'est tous les outils que vous allez pouvoir utiliser en communication, donc les outils étant, on va détailler un petit peu ce point tout à l'heure, les outils étant les événements, les documents, etc. Et ben, le fait qu'ils soient éco-sociaux conçus, c'est-à-dire qu'on va voir vraiment leur impact social et environnemental tout au long de leur cycle de vie. Donc, je vais détailler qu'est-ce que c'est un message responsable. Comment est-ce que vous pouvez vous vérifier en tant qu'entreprise à impact que votre message est vraiment responsable? Ben, on peut passer à la slide suivante, du coup, Mathieu. Un message responsable, enfin, vous devez vous assurer en fait que ce que vous faites passer comme information, que le message que vous renvoyez, il est clair, il est vraiment conforme à la réalité, donc transparence, ce que vous venez s'assurer de sa loyauté et s'assurer de quel est son impact sur la société. Comme je vous disais, la communication, c'est un secteur où on peut vraiment avoir un impact sur des modes de vie, sur des changements sociétaux. Et du coup, l'important, c'est d'assurer déjà que ce que vous renvoyez comme message, c'est conforme à ce que défend le développement durable et à ses objectifs. Donc, le principe, c'est de ne pas valoriser des pratiques ou des idées qui sont contraires à tous les objectifs du développement durable. Donc, pour donner un exemple, par exemple, pousser énormément à consommer un produit qui n'est pas du tout indispensable, on peut se poser la question de est-ce que c'est conforme ou pas aux valeurs du développement durable. Et a priori, non. Donc, en fait, peut-être que vous allez vendre un produit, mais vous allez le vendre d'une façon un peu différente pour pouvoir rester responsable dans votre message. Il y a aussi toute la partie, ce que je dis par rapport à la clarté, c'est le fait de ne pas induire votre public en erreur sur ce que vous proposez réellement et sur son impact positif, social et environnemental et sur ses propriétés. Avoir un message responsable, c'est du coup être vraiment transparent et de ne pas le côté publicité mensongère, ce qu'on peut appeler aussi, ce qu'on a pu appeler greenwashing, sur tout ce qui est en termes d'environnement. Mais pour moi, ça va plus loin, ça va de vraiment respecter une promesse globale et d'être dans la transparence. Et après, au niveau des messages, les messages dans la communication, ils sont aussi portés par les mots, mais ils sont pas forcément portés que par les mots, ils sont aussi portés par les visuels, par par exemple des bandes sonores, etc. Et tout ça, ça doit vraiment être proportionnel à ce que vous proposez. Vous ne devez pas essayer d'induire le consommateur en utilisant des visuels, des bandes qui n'ont strictement rien à voir avec votre produit et qui lui peut apporter une fausse promesse. Donc, en fait, pour vous assurer que votre message est responsable, vous pouvez, il y a l'ARPP qui a créé une charte qui justement permet de voir si son message respecte différents points. Donc, c'est une bonne piste. Donc, l'ARPP, c'est l'autorité de régulation de la publicité. Et en fait, ça vous permet avec toute une charte de voir si le message que vous êtes en train de construire, il est vraiment cohérent et il respecte vraiment vos valeurs et plus largement les valeurs du développement durable. Donc, je vais vous donner des exemples concrets parce que c'était un petit peu théorique mon exemple sur la partie message. Par exemple, c'est des contre-exemples, c'est des exemples qui du coup ne sont pas de la com responsable où il y a une erreur.
Donc là, par exemple, c'est le groupe Léa Nature, qui pourtant est un groupe qui est très engagé, où ils essayent vraiment d'être cohérents au niveau développement durable sur leurs produits. Mais par exemple, ils ont fait une publicité en 2017 sur la Journée mondiale des océans en mettant « Protéger la planète et les océans, c'est notre nature ». Et bien par exemple, cette allégation, ce n'est pas de la com responsable parce qu'en fait, c'est complètement excessif par rapport au cœur d'activité de Léa Nature. Le cœur d'activité de Léa Nature, sa promesse, ce n'est pas de protéger la planète. Ils font des produits cosmétiques. Donc en fait, c'est une allégation qui est complètement exagérée par rapport à la réalité. Et donc, du coup, ça n'est pas du tout proportionnel à ce que fait vraiment l'entreprise. Donc, l'argument n'est pas recevable, en fait, et n'est pas responsable. Ensuite, un autre exemple qui, dans un domaine complètement différent, dans le domaine des voitures, donc, ils ont fait une publicité, ils disaient l'aéroport disait stress, le train disait horaire, je dis Arona. Donc, en fait, ça, par exemple, c'est une allégation qui pousse à ne pas prendre le train, mais à prendre sa voiture. Et ça, c'est vraiment... Donc, du coup, en fait, ça discrédite, c'est une publicité qui vise à discréditer les objectifs de, justement, favoriser le fait d'utiliser des transports collectifs qui sont promus par les pouvoirs publics. Donc, en fait, c'est vraiment contraire, c'est pousser le consommateur à une pratique qui est contraire aux objectifs du développement durable. Donc, c'est un exemple de communication qui n'est pas responsable. Ensuite, j'ai donné 2 autres petits exemples. J'ai essayé de trouver des exemples qui, justement, sont des secteurs d'activité qui, pourtant, sont à la base plutôt liés au développement durable. Là, sur Direct Énergie, c'est une problématique par rapport à l'image qui est utilisée. En fait, c'est une plante dans un pot. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est tout petit. En gros, ils ont mis une fleur dans un pot. Et ils ont mis une petite ampoule électrique comme si c'était la fleur. En fait, ils ont assimilé l'ampoule électrique à quelque chose autour de la nature. Et ça induit complètement le consommateur en erreur, parce qu'en fait, c'est vraiment s'approprier l'argument nature sur quelque chose en fait, qui n'a absolument rien à voir, puisque c'est de l'énergie. Donc ça, il faut faire aussi attention, ce que je disais tout à l'heure, en termes de visuel, des choses qui peuvent être utilisées pour vraiment être dans la transparence et pas induire ici typiquement le consommateur aussi en erreur sur l'origine de la ressource. Ensuite, il y a un autre exemple, c'est en lien avec l'utilisation des logos et des certifications ou autres. C'est BioCheval, c'est une gamme de produits vétérinaires. Et bien en fait, eux, ils ont créé, alors c'est pareil, on voit en tout petit, mais en fait, ils ont créé leur propre logo bio. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout un produit qui a été certifié là-dessus. Ils se sont appropriés ce nom et ils ont créé leur propre logo. Donc en fait, le consommateur qui ne connaît pas forcément les normes d'utilisation des logos ou à quoi ressemble, et ben, il va tout de suite s'imaginer des qualités sur le produit qui ne sont pas les siennes. Donc ça, c'est valable, là, c'est sur le bio, mais c'est valable sur le Made in France, sur plein d'allégations sur les produits. Il faut faire attention à ce que ce soit bien clair pour le consommateur, la réalité qu'il y a derrière, et que ça ne l'induise pas en erreur sur des propriétés qu'il y a sur un produit qui ne sont pas réelles. Et donc, du coup, en termes de visuel, mettre des petites allégations qui ressemblent à une certification, ce n'est pas responsable et ça induit le consommateur en erreur. Ensuite, ce que je disais, ce que ça impliquait tout à l'heure, la communication responsable, c'est aussi toute la partie, en plus, une fois qu'on a fait attention aux messages qu'on renvoyait, il y a la partie éco-socio-conception des supports de communication. Alors déjà, moi, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que
l'outil de communication toujours qui aura le moins d'impact négatif, c'est celui qui n'existe pas. En fait, on a un peu tendance dans le métier de communication de dire ah ben je veux faire une plaquette, il faut que j'ai une plaquette, il faut que j'ai un site internet, il faut que… Bah non, en fait, il faut pas. Il faut si vous en avez besoin et si ça correspond aux besoins et de votre cible, de la cible que vous voulez atteindre. Et donc, pour moi, déjà, c'est pour ça que je disais que la communication responsable, c'était une philosophie. C'est parce que déjà, c'est poser des questions de l'utilité de ce que vous allez faire en communication. Parce que forcément, le moindre support, le moindre message que vous allez envoyer, ça va avoir une conséquence. Donc, le principe, c'est déjà de se poser la question de l'utilité et de la pertinence des outils que vous voulez créer. Après, une fois que vous avez défini les outils que vous voulez créer, pourquoi ? Parce qu'ils sont pertinents selon votre cible et vos objectifs de communication et vos objectifs d'entreprise. Et ben là, vous allez ensuite, à l'intérieur des outils, pouvoir essayer de les rendre plus responsables de manière générale. Donc, les principes, je vais vous donner un peu des exemples. Pareil, non, on peut rester sur cette slide. Dans les exemples, par exemple, sur les événements, quand vous créez un événement, ça peut être intéressant. Je vais vous donner l'exemple d'un événement que j'ai organisé pour sensibiliser un jeune public sur l'eau et la biodiversité. Par exemple, là, on avait choisi de faire un événement. Déjà, il y avait eu un vrai questionnement. Donc, est-ce qu'on fait un événement ? Est-ce qu'on fait un document ? Et en fait, l'événement faisait sens parce qu'il répondait à l'objectif de sensibilisation, mais aussi ça permettait de fédérer des acteurs du monde de l'eau et de la biodiversité. Donc, il y avait un double effet qui ne pouvait pas… En fait, c'était vraiment l'outil le plus pertinent pour répondre à ces objectifs. Parce qu'en fait, un événement, c'est quelque chose qui a un gros impact environnemental en général. C'est quelque chose qui demande un gros budget sur un temps très court. Donc, il faut vraiment déjà se poser, avant de l'organiser, il faut vraiment se poser la question si c'est l'outil qui est le plus pertinent. Et là, ensuite, sur cet événement de sensibilisation, on avait aussi essayé de trouver un lieu qui était situé de manière très centrale par rapport à nos cibles, qui était aussi accessible en train. Donc, ça permettait aux écoles de venir aussi par des transports alternatifs et pas nécessairement en bus. On avait construit des stands qui étaient absolument tous réutilisables. Donc, il n'y avait rien qui était jetable. Donc, ce n'est pas forcément toujours simple de créer des stands qui sont complètement réutilisables, mais quand vous faites appel à une agence qui vous crée des stands pour un événement, vous pouvez, dans tous les cas, faire en sorte qu'ils puissent être démontables facilement, que vous pouvez au moins l'utiliser sur un autre événement. Enfin, normalement, aujourd'hui, on peut complètement concevoir des stands de cette façon. Et vous, oui, ça va peut-être vous demander une réflexion un peu différente parce que vous n'allez pas vous dire « Ok, je vais faire cet événement, il me faut ce stand, il faut qu'il ressemble à ça. » Vous allez vous dire « Ok, je fais cet événement, mais en même temps, je vais concevoir un stand, mais il faudra aussi qu'il soit utilisable sur, je ne sais pas, 5 ou 6 événements derrière. Donc, je vais peut-être le concevoir un petit peu différemment de ce que j'aurais fait si je l'avais fait en mode jetable. Après, sur les événements, il y a toute la partie restauration, utiliser une restauration qui est locale, faire travailler éventuellement des ESAT, c'est une possibilité aussi sur la restauration. Il y a le fait de ne pas utiliser des couverts réutilisables, des éco-cups. Après, il y a la question des goodies. Alors, moi, je suis par exemple plutôt anti-goodies parce qu'on a tous à peu près 10 000 stylos en plastique avec un petit logo chez nous. Et je pense qu'on en utilise un et les autres, ils sont souvent jetés ou cassés avant même d'avoir été utilisés. Donc, par exemple, sur toute la question des goodies, ça peut être intéressant et en termes d'impact de communication, ça peut être intéressant d'avoir un goodies, mais clairement, il faut se poser la question derrière de est-ce que je ne vais pas faire quelque chose de plutôt qualitatif pour que ce ne soit pas du jetable ?
plutôt que quelque chose que je vais donner à peut-être plus de gens, mais qui va avoir un impact qui sera bien moins important. Donc ça, c'était un petit exemple sur les événements, mais sur les événements, on peut aussi aller plus loin. On peut essayer du coup, à la fin, identifier quels ont été les impacts en termes de bilan carbone, etc. Donc là, ce que je vous invite, c'est il y a le site de l'ADEME qui est très bien fait là-dessus, qui permet du coup d'avoir un peu des guides un peu plus précis de ce que je vous dis aujourd'hui, de comment rendre son événement éco-responsable. Ensuite, il y a toute la partie online. Alors, c'est vrai que quand on pense coût environnemental, souvent, il y a un petit peu un raccourci qui est de se dire « Ah oui, en fait, ça va avoir un impact moins important si j'envoie un mail que si j'imprime 10 plaquettes. » Et il faut savoir quand même que le web a vraiment un impact environnemental, que le coût du numérique, c'est quelque chose de réel, surtout qu'on a tendance à entasser les informations, etc. Donc, ça demande des serveurs qui utilisent énormément d'énergie. Donc, par exemple, sur la partie online, les choses que vous pouvez faire pour votre site internet de base, déjà, encore une fois, c'est de renvoyer à l'usage. Souvent, un site internet, qui sera, un site internet, il sera très lourd s'il n'est pas optimisé aussi en termes d'usage. Donc déjà, pour moi, c'est déjà de se renvoyer, OK, je vais faire un site internet, mais pourquoi, pour qui va l'utiliser, comment ils vont l'utiliser. Donc du coup, je vais, ce qu'on appelle le UX design. Donc c'est le fait de vraiment centrer la conception sur l'utilisateur. Et comme ça permet d'optimiser le contenu qui est à l'intérieur, que tout soit utilisé et du coup de ne pas créer un site qui soit très lourd et pour finalement que les gens aillent voir 2 pages dedans. Après, il y a des choses qui peuvent être faites en termes d'optimisation sur le développement web avec du Cream Code. Il y a le fait de choisir des serveurs qui sont, par exemple, notamment en France, plutôt que d'avoir des serveurs qui sont à l'international, des serveurs qui utilisent de l'énergie verte. Ça, c'est possible. Sur Internet, maintenant, vous pouvez quand même trouver des entreprises qui aujourd'hui font de l'hébergement web qui est écologique. Et ensuite, après, il y a toute la partie optimisation des vidéos, des images et des typos que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre site pour faire en sorte qu'elles soient moins lourdes, plus optimisées et du coup, derrière, avoir un impact environnemental moins important. Ensuite, sur la partie responsable pour le web, il y a encore une fois ça renvoie à l'usage. Quand on est sur des newsletters, l'important aussi, c'est de se poser la question d'avoir un public qui est qualifié et d'optimiser les envois. Le but, c'est pas de faire énormément de publications, d'envoyer énormément d'informations. C'est vraiment d'être dans le qualitatif pour optimiser parce que chaque fois que vous allez envoyer un message, il va y avoir derrière un impact environnemental. Et enfin, sur le online, je voulais souligner un point qui est plutôt dans la partie socio-conception. C'était tout ce qui est autour d'utilisation des données personnelles. Pour moi, dans la philosophie de la com responsable, il y a aussi respecter les personnes et vos publics cibles. Et donc, du coup, respecter tout ce qui est législatif en termes de données personnelles et d'informer bien vos consommateurs et vos utilisateurs, les gens qui vont s'inscrire aux newsletters, etc., sur le côté, sur la collecte des informations et l'utilisation des données que vous allez faire. Et leur permettre, du coup, de pouvoir garder une forme de confidentialité ou autre. Ça, c'était des exemples par rapport au online. Là, c'est pareil, sur le site de l'ADEME, vous allez pouvoir trouver des informations plus détaillées sur cela. Et sinon, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Green IT qui pareil, développe un guide de bonnes pratiques, a développé un guide de bonnes pratiques sur l'éco-conception numérique. Donc, si ce sujet vous intéresse davantage, vous pourrez regarder. Enfin, je vais parler du offline. Donc, le offline, c'est ce qui est
donc ce qui n'est pas du numérique, donc les plaquettes, les affiches, etc. Donc là, encore une fois, toujours sera renvoyé à l'usage. Déjà, on ne fait pas un support pour faire un support et on doit essayer de créer des supports qui sont vraiment adaptés à sa cible en termes de format et après, et en termes de quantité. On doit vraiment essayer d'optimiser. Pour moi, c'est vraiment un des grands principes linéaires de la com responsable, c'est toujours être dans l'optimisation des outils, parce que c'est comme ça que vous arriverez à avoir un impact moins important en termes notamment environnemental. Donc là, pour vous donner un petit exemple, par exemple, j'avais travaillé sur justement une entreprise à impact qui s'appelle Altémis et qui est de l'aide aux aidants. Et en fait, eux, leur cible, c'est les personnes âgées dans la ruralité. Et c'était pour pouvoir les amener à participer à un événement qui était une conférence. En fait, on était un peu coincés par rapport aux outils numériques parce que c'est une population, notre population cible utilise assez peu les outils numériques. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas faire de flyers parce que les flyers, c'est vraiment quelque chose d'ultra jetable. Et donc, on a créé des petits marque-pages on a vraiment bien travaillé déjà sur l'endroit où vous allez être déposés. Donc, comme ça nous a permis vraiment d'optimiser le nombre d'impressions de ces marque-pages. Et on a fait quelque chose à double face avec quelque chose de très beau d'un côté et de l'autre côté, vraiment l'information sur l'événement. Dans l'idée de vraiment donner une seconde vie à ce document et que la personne, elle puisse derrière, elle puisse capter l'événement, avoir l'information, mais puis qu'elle puisse derrière utiliser cet outil comme un marque-page et donc ne pas directement le jeter à la poubelle comme elle aurait pu le faire avec un flyer traditionnel. Au niveau du offline, sur les papiers, donc dans les papiers, le mieux, c'est déjà d'utiliser à minima des papiers qui sont issus de forêts qui sont gérés durablement, donc avec des labels qui s'appellent FSC et PEFC, et de travailler avec des imprimeries qui sont certifiées Imprime Vert. Donc la certification Imprime Verte, elle est assez exigeante. Elle est vraiment sur tout le cycle de vie de l'imprimerie, sur les types d'ancrage utilisés, sur la partie recyclage, etc. du papier. Donc ça, c'est facile de trouver toute la liste des imprimeries qui sont labellisées sur le site d'Imprime Vert. C'est imprime avec un petit tréma et vert. Et après, du coup, dans vos cahiers des charges, demandez à minima du papier FSC, PEFC et éventuellement recyclé. Mais alors, concernant, j'anticipe potentiellement une question, l'impact environnemental du recyclé n'est pas nécessairement moindre que l'impact environnemental des papiers issus de forêts qui sont gérés durablement. Parce que les papiers issus de forêts gérés durablement, ils travaillent vraiment sur le cycle de vie de la forêt. Et le papier recyclé, les méthodes s'améliorent, mais il y a des traitements qui sont nécessaires pour le rendre aussi blanc que d'autres papiers. Et donc, du coup, il y a quand même un impact qui, même si, du coup, il y a le côté cycle de vie et du coup, on ne jette pas, mais à côté de ça, il y a quand même un impact sur la création du papier qui est non négligeable. Un autre point sur vos outils, c'est vraiment à la fin, et à chaque fois que vous aurez fait un outil, dans la mesure du possible, c'est vraiment d'évaluer ces outils et d'évaluer l'impact qu'ils ont pu avoir en termes de communication. Parce qu'en fait, ça fait aussi partie de la communication responsable et du coup du développement durable au sens large, c'est d'être vraiment dans un processus aussi d'amélioration continue. Et donc, évaluer ces campagnes de communication, ça permet derrière de faire mieux la prochaine fois, de faire quelque chose d'encore plus pertinent et donc du coup de diminuer les impacts environnementaux et potentiellement de maximiser les impacts sociaux. Ensuite, un autre point, donc là je donne beaucoup d'informations sur l'éco-conception des supports, mais c'est quand vous allez éco-concevoir des supports, vous allez souvent travailler avec des partenaires. Et donc que ce soit
que ce soit des graphistes, des vidéastes, etc., ou des imprimeurs, etc. Et pour moi, la communication responsable, c'est aussi de faire attention avec ces relations partenariales et d'être vraiment dans le respect des prestataires et du coup, il y a toute une réflexion par rapport au prix. On est quand même sur la communication sur un métier où entre guillemets, les entreprises ne veulent pas veulent toujours mettre le moins d'argent possible dans la communication. Et du coup, on est un peu dans une guerre des prix entre des graphistes, des gens qui s'occupent des réseaux sociaux à essayer de minimiser. Et pour moi, aussi, décider de faire la com responsable, c'est aussi faire en sorte que avec les partenaires, avec les gens avec qui vous travaillez, vous ayez vraiment une relation de confiance et qu'il y ait une juste rémunération aussi des prestataires. Je sais que moi, je travaille souvent avec des graphistes et c'est vrai qu'ils ont toujours l'impression qu'on fait une guerre des prix par rapport à ça. Et il faut vous dire qu'a priori, si vous avez vraiment bien réfléchi à votre message d'abord, si ensuite vous avez bien essayé d'optimiser vos outils, ça vous permet aussi de rémunérer de façon plus juste vos prestataires de communication. Donc, Avant qu'on continue sur notre deuxième temps du webinaire, on a quelques questions qui sont montées. Une première question en lien avec plutôt la com liée aux événements. Est-ce que sur un événement éco-responsable, on a des alternatives au niveau de tout ce qui est badge pour des salons? Est-ce qu'il y a des choses, des bonnes pratiques que toi, tu as pu voir qui permettraient de remplacer ce format qui peut être vite… Pour les badges, après, si tout est question de l'événement, mais si par exemple vous faites des événements tous les 6 mois, utilisez des badges qui sont réutilisables déjà, plutôt que des badges jetables. Donc après, ça nécessite peut-être derrière de faire plus de manutention autour des badges, mais au moins d'en trouver qui sont réutilisables. Et après, sinon, ça peut essayer aussi d'en faire un outil un peu plus ludique, dynamique, qui va être gardé aussi par les gens derrière. Par exemple, quelque chose qui est vraiment joli et qui va être utilisé quasiment comme une broche. Voilà, c'est les pistes que je peux avoir. Il n'y a pas vraiment de solution miracle parce qu'en plus, ça dépend beaucoup de votre cible et de votre événement. Et donc aussi le budget que vous allez pouvoir générer, parce que ce qu'il faut voir, c'est que sur la com responsable, c'est comme le développement durable, c'est-à-dire que c'est vraiment toujours trouver le juste milieu entre l'environnement, le social et l'économique. Donc il y a quand même la partie coût des supports qui est aussi à prendre en compte, et donc d'essayer de voir selon vous, votre événement, qu'est-ce qui pourra convenir le mieux. Ok, merci. Nous, je ne sais pas si ça peut être une bonne piste, mais c'est vrai que sur des événements pro, ce qu'on essaye de faire, c'est que bon, les porte-badges, on les réutilise, mais par contre, le badge à l'intérieur, on demande aux gens d'amener leur carte, une carte, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont des cartes pro, et donc du coup, ça évite de refaire un badge, de reconsommer du carton, etc. à l'intérieur. Et bon, après, ça veut dire, est-ce que les gens ont tous besoin d'avoir des cartes pro? Ça, c'est peut-être encore un autre sujet, mais… En tout cas, c'est une piste qu'on utilise. Il y a une question, les étiquettes à coller. Oui, je ne sais pas quelle est ta vision sur les étiquettes à coller. Ça peut être une alternative. Les étiquettes, oui. Après, c'est parce que il n'y a pas de support, en plastique, donc pourquoi pas. Mais oui, ça peut être une alternative des étiquettes à côté, parce que au moins vous jetez que l'étiquette. Mais en même temps, comme il faut renvoyer à l'usage, est-ce que c'est quelque chose qui va être bien visible? Est-ce que ça va bien faire son travail en termes de visibilité? Oui. Et puis après, sur l'étiquette, il faudra aussi que vous voyez si elle est jetée. Parce qu'entre une étiquette qui va être jetée dans la poubelle traditionnelle parce qu'elle est complètement inutilisable derrière, ou peut-être un petit papier qui a été imprimé et que vous allez pouvoir mettre dans la poubelle du recyclable, en fait, c'est un petit peu comment dire, équivalent. Enfin, il n'y a pas de solution miracle parce que, comme je vous dis, il y a toujours un impact. Donc,
il faut réfléchir selon votre problématique vers quoi vous préférez vous tourner parce que ce sera le plus efficace sur votre événement. D'accord, merci beaucoup. On a une deuxième question qui est sur le recyclage des supports de com utilisés et qu'on n'a pas, enfin, qui sont en fin de vie et qui n'ont pas réussi à être exploités. Je ne sais pas si toi, tu as des éléments de réponse là-dessus. On a Léo Bonin aussi qui nous partage en effet une option pour recycler plutôt tout ce qui va être bâche événementiel. Merci Léo. Et toi, sur les supports en général, est-ce que toi, tu as des recos sur comment on peut… Alors déjà, ce qui est bien, c'est de vous tourner vers votre imprimeur. Parce que justement, les imprimeurs qui sont labellisés Imprimer, eux, ils peuvent avoir des solutions de recyclage de leur papier, ou en tout cas des contrats qui leur permettent de renvoyer au recyclage des grosses masses de papier. Donc déjà, je pense que c'est la première personne à qui s'adresser. Et ensuite, après, si c'est des papiers qui sont imprimés que en recto, vous pouvez les utiliser en impression verso. Par exemple, donc, des fois, ça demande des découpes ou quoi, mais admettons une affiche A3, et ben, derrière, vous allez peut-être imprimer des autres informations. Et j'avais vu une personne, elle avait créé des cartes de visite comme ça, elle avait des flyers qu'elle avait inutilisés, et en fait, elle avait au dos de ces documents, imprimer des cartes de visite. Mais du coup, c'était en termes de manutention, ça demande du temps, donc c'est pas forcément possible sur des gros stocks, à moins de le déléguer. Et du coup, elle avait recoupé ses cartes de visite. Et donc, d'un côté, il y avait son nom, etc. Et de l'autre côté, en fait, c'était un bout de son support de communication. Donc ça, c'est par exemple une piste. Mais après, je pense que le mieux, c'est aussi déjà d'optimiser et d'essayer de réfléchir vraiment au nombre d'impressions que vous avez fait. Parce qu'en fait, souvent, le problème, c'est que ça coûte moins cher d'imprimer en plus grande quantité du premier coup. Et donc, il y en a beaucoup qui se disent, ah ben non, il y a 30 euros d'écart entre 1000 et 1500, alors que j'en ai pour 500 euros les 1000 et puis 600 euros les 1500. Ah bah, je ne sais pas trop combien il m'en faut, bah, je vais prendre, à 30 euros près, je vais prendre 1500. Bah, ça pour moi, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Et vous pouvez essayer aussi de négocier avec votre imprimeur ce principe de réimpression pour que le coût ne soit pas euh, exorbitant si vous voulez réimprimer des supports pour ne pas avoir pour avoir à jeter le moins possible. Pour moi, déjà, sur l'impression, il y a un vrai sujet de travailler vraiment sur votre besoin à la base. Merci Marion. On n'a pas d'autres questions qui nous ont été remontées pour l'instant. Est-ce que tu veux passer au deuxième temps de cet échange? Oui. Alors, dans le deuxième temps, je voulais parler un peu j'ai mis du greenwashing au corona washing parce que j'ai identifié suite à la crise qu'on est en train de traverser un peu justement des dérives de communication dues au corona. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole sur est-ce que vous avez mis en place, vous, des choses bien particulières en termes de communication par rapport au corona, à la crise du corona ou pas? Est-ce que vous avez changé vos plans? Est-ce que vous avez eu un discours différent? Est-ce que… N'hésitez pas à mettre soit dans le module conversation, soit normalement vous pouvez avoir un petit logo pour lever la main. Il y aura une petite main qui va apparaître à côté de votre nom, donc n'hésitez pas à le faire. Comme ça, je peux vous donner la parole si vous souhaitez partager vos pratiques. On a Jacqueline. Alors, Jacqueline, je vais vous chercher. Hop. Je vais activer votre micro, comme ça vous pouvez. Ah bah, ouais, c'est bon. Et je mets ma vidéo si vous bon, vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Oh, d'accord. Voilà. Oui, mais effectivement, dans mon métier, parce que moi je suis diagnostiqueur immobilier, on a eu de suite l'interdiction de continuer à travailler en milieu occupé, ce qu'on fait souvent. Je ne sais pas si vous connaissez le diagnostic immobilier. Et donc nous, on a été obligés enfin pas obligés, on a eu un tas de propositions de documentation à mettre sur notre site internet.
Et en fin de compte, il fallait plus ou moins personnaliser, quoi. Parce que bon, il y en avait certains qui étaient prévus pour des grosses entreprises, c'était pas mon cas. Et donc, moi, j'ai préféré le faire en écrivant quelque chose de particulier, quoi, sur mon site. Mais c'est vrai qu'on redémarre très difficilement puisque on reste dans cette zone semi-confinée, quoi. Donc voilà, donc nous c'est obligatoire, hein, puisque moi, en plus de ça, on est dans un domaine où on connaît bien les risques. Donc on a été, moi j'étais bien obligée de changer ma communication. Ok, très bien. Merci Jacqueline. On peut Et qui passer... évolue, hein, d'ailleurs. Oui, on peut passer à la série suivante, Mathieu. C'est vrai que le contexte est vraiment assez particulier en termes de communication. Là, moi, je ne vais pas aborder la question, entre guillemets, de la communication de crise à mettre en place en ce moment, mais plutôt le côté bonne pratique de communication responsable dans cette période de coronavirus. Je pense que clairement, c'est important de se recentrer sur ses valeurs dans sa communication, parce que quand on est déjà une entreprise à impact, c'est quelque chose qui, en ces temps un peu complexes où l'humain est quand même clairement au cœur du sujet, c'est important de se recentrer sur ces valeurs-là et de travailler son champ lexical. Et donc, je vois beaucoup de personnes utiliser des mots comme opportunité, profiter de, etc. Là, c'est aussi le moment de montrer que vous, vos valeurs, elles étaient là avant et vous n'utilisez pas le coronavirus comme prétexte pour tout d'un coup devenir humain et avoir les valeurs de l'ESS. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, je pense que c'est important de rester transparent aussi avec votre cible. Donc, de voir quel est l'impact et de montrer quel est l'impact réel sur votre activité et quelles mesures vous avez prises. Et pareil, toujours d'être dans un champ lexical qui est vraiment autour de l'empathie, de la solidarité, de l'humain. Je ne sais pas s'il y en a qui ont continué leur campagne de communication traditionnelle, mais pour moi, une des bases aussi, c'était de stopper ces campagnes en cours. Donc, tout simple, déjà pour une raison pratique, parce que du coup, ça évite de renvoyer de la communication dans cette infobésité de communication aujourd'hui sur le coronavirus. Mais en plus, ça permet aussi de ne pas renvoyer des messages qui ne vont pas du tout être captés et de, entre guillemets, polluer les gens avec des choses qu'ils peuvent considérer vraiment comme inutiles en ce moment. Donc, par exemple, c'est une question, c'est se poser sur est-ce que vous, votre cœur de métier, il est vraiment utile en ce moment? Est-ce que, par exemple, je donne l'exemple, si vous vendez des vêtements, est-ce que c'est vraiment utile de pousser les gens à en acheter davantage dans une période comme celle-ci ou pas? C'est une vraie question en termes de communication. Et il ne faut pas non plus, d'un autre côté, tomber dans l'opportunisme. Et si vous vendez des produits frais à domicile, et en faire des tonnes et des tonnes sur votre produit, parce que oui, en ce moment, le besoin est davantage là. Je pense qu'il faut essayer de rester cohérent sur sa ligne de communication classique et vraiment montrer que vos valeurs, elles étaient là avant et ne pas trop en faire. Donc, c'est un petit peu difficile parfois de jauger, mais parce que sinon, le risque, c'est donc de passer pour opportuniste et du coup, de décevoir aussi vos cibles et vos précédents, par exemple, consommateurs. Parce qu'ils vont se dire attendez, moi la marque que je suis, alors peut-être que ça va vous permettre de gagner des nouveaux consommateurs, mais d'un autre côté, c'est qu'il y a des gens qui vont être déçus de votre si votre communication en cette période elle n'est pas cohérente avec la communication que vous pouviez avoir et vos valeurs antérieures. Ça peut être intéressant, il y a beaucoup de marques qui ont développé des initiatives solidaires. Donc, si vous en avez développé ou si vous en développez,
je pense que c'est bien qu'elle soit vraiment qu'elle reste vraiment cohérente avec l'activité et de ne pas avoir une initiative solidaire qui n'a strictement rien à voir. Donc, par exemple, il y a sur un acteur qui n'est pas éco-responsable, il y a Ikea, ils ont fourni des draps à des hôpitaux. Bah oui, là c'est cohérent. Pourquoi? Parce qu'ils font des draps. Enfin, donc du coup c'est cohérent avec la marque. Donc ça permet de ne pas passer pour opportuniste parce que du coup ils ne s'approprient pas un secteur qui n'est pas du tout le leur, et en même temps de faire une action qui est solidaire. Et après, quand vous faites une action solidaire, je pense qu'il faut c'est très bien, mais en termes de communication, il faut quand même rester dans l'humilité et la discrétion. Donc, communiquer, oui, sur le fait que vous faites des choses, mais ne pas matraquer ces actions de solidarité. Je pense notamment à des, des acteurs qui se sont mis à faire à coudre des masques et à en donner, et qui du coup, finalement, quand on va sur leur fil d'actu, il y a 2 ou 3 publications régulières sur le fait qu'ils ont donné des masques. Et en fait, on se dit, oui, ok, bon, bah alors, est-ce qu'ils en donnent pour vraiment parce qu'ils ont pour faire une action de solidarité, ou est-ce qu'ils en donnent pour faire de la com? Et ça peut nuire à votre image. Et ensuite, continuer à faire de la veille et à voir ce qui se passe. C'est aussi une période où, au niveau de la com, quand vous pouvez avoir mis une sorte de pause, ben, ça vous permet aussi de voir ce qui se passe ailleurs et de faire de la communication. Donc, par exemple, des idées de contenu que vous pouvez mettre qui ne passeront pas pour opportunistes, c'est rappeler des consignes sanitaires, parler de votre quotidien, ce que je disais, d'être transparent de comment ça impacte votre business, parler de votre quotidien, essayer de voir comment ça se passe pour votre communauté, comment est-ce qu'ils vont être dans l'humain, de savoir comment vont les gens dans l'affect, avoir des mots qui sont des mots de soutien, des mots positifs. Pour moi, ça, c'est une façon de rester responsable en ce moment. Je vais vous donner des petits exemples qui, je trouve, ont bien réussi, des marques qui ont bien réussi cela. Il y a une marque qui s'appelle 9e Ciel, c'est une marque de vêtements made in France pour femmes enceintes et allaitantes, femmes enceintes et allaitantes. Et en fait, sur son compte Instagram, la créatrice, la fondatrice de la marque, en fait, elle a mis en place ce qu'elle appelait des semaines solidaires à destination donc, de sa cible, qui est les femmes enceintes en priorité, parce qu'elle est partie du constat qu'en cette période de coronavirus, il y avait un arrêt total des cours de préparation à l'accouchement. Et donc, du coup, les futures mamans, et puis en plus, c'était un climat extrêmement anxiogène pour être enceinte. Donc, en fait, il y avait beaucoup de futures mamans qui se sentaient vraiment démunies avec leurs cours de préparation, leurs cours avec leur sage-femme qui ont été annulés, et puis l'incertitude de savoir si elles allaient pouvoir accoucher avec leur conjoint, etc., etc. Et en fait, elle a créé des lives toutes les semaines avec un planning chaque semaine en partenariat avec des sophrologues, des sages-femmes, des professeurs de yoga, etc., pour justement ramener du bien-être et ramener de l'information et rassurer les futures mamans. Donc en fait, là, on voit que c'est vraiment bien réussi parce que déjà, il y a une vraie utilité sociale parce que ça répond à une vraie problématique qu'il y a eu pendant la crise. Et ensuite, ça s'adresse vraiment absolument et totalement à sa cible. Donc, ça lui a permis de gagner énormément en visibilité. Mais comme il y avait une réelle utilité sociale derrière, on n'avait pas du tout l'impression que c'était de l'opportunisme parce que en fait, derrière, il y avait vraiment quelque chose de positif qui a pu en ressortir pour la cible de la marque. Donc ça, c'est un exemple que je trouvais intéressant. Et ensuite, la slide suivante. Ça, c'est une société qui fait de la livraison de produits locaux et biologiques. Et eux, ce que je trouvais intéressant dans ce qu'ils ont fait comme communication, donc eux, au contraire, ils ont été
encore plus sollicités finalement pendant cette crise du coronavirus parce que comme ils font du portage à domicile, déjà de la livraison à domicile, et ben, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à utiliser ce type de drive. Et en fait, ils ont vraiment fait très attention sur leur communication sur les réseaux sociaux, à rester bienveillants. Ils étaient dans le remerciement de leurs partenaires et ils ont vraiment insisté sur les valeurs, parce que c'est un fonctionnement associatif, une entreprise de l'ESS qui est associative. Et ils ont insisté sur leurs valeurs, ils n'en ont pas fait trop. Ils ont montré en fait qu'ils continuaient tout simplement à faire leur travail et ils étaient vraiment dans le on remercie nos partenaires, on remercie les gens avec qui on travaille et on explique aussi comment on s'organise pour essayer de répondre au maximum aux besoins. Donc je trouvais que c'était aussi une des bonnes pratiques et qui était vraiment très en ligne avec l'image qu'ils veulent renvoyer. Voilà, donc on va passer sur un temps de questions. Je conclurai après peut-être. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Merci Marion. Oui, n'hésitez pas à nous faire remonter des questions si vous en avez. On n'en a pas qui sont montées dans le chat pour l'instant. Donc voilà, si vous avez des derniers éléments, il est 55, il nous reste 5 minutes. Mais n'hésitez pas à nous faire remonter vos dernières interrogations avant qu'on clôture ce webinaire. Une question de Cyrielle concernant les logos. Est-ce que toi, Marion, tu as des conseils pour travailler son logo, je suppose, pour avoir une identité responsable alignée avec ses valeurs? Alors, il y a des graphistes qui sont spécialisés sur la conception graphique autour de l'éco-responsabilité. Alors, c'est déjà sur la création de logos, il y a toute la partie image que ça va envoyer. Donc ça, c'est ne pas être cohérent avec son activité, toute la partie cohérence qui est plutôt autour du message. Et après, sur la partie conception, il y a des petites règles qui peuvent être sur les aplats de couleurs, sur les couleurs utilisées qui peuvent être mises en place pour les logos. Et après, moi, je travaille justement avec des graphistes qui ont un peu cette démarche éco-responsable, mais je ne suis pas graphiste moi-même, donc c'est pas, j'ai pas vraiment de recettes magiques à donner, mais il y a aussi des choses qui sont liées plus à la charte graphique qu'au logo en lui-même. C'est sur les aplats de couleurs, sur la typo qui est utilisée, qui va utiliser plus ou moins d'ancrage. Il y a tout un travail qui peut être fait plutôt sur la charte graphique que sur le logo en lui-même. Le logo en lui-même, pour moi, c'est le message qui doit être responsable. Il y a peu de chances que c'est difficile d'optimiser un logo, sinon en termes purement graphiques. Et est-ce que justement tu as des conseils de graphistes qui ont des pratiques éco-responsables ou qui vont être experts sur ce sujet-là, que tu pourrais soit partager maintenant, soit partager dans le mail après le webinaire? Je retrouve des coordonnées, oui, éventuellement, il y a des personnes que je peux recommander. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de cours de graphiste responsable. Il y a très peu de sciences sur cette thématique, enfin, sur le design responsable, etc. Il y a très peu de choses qui ont été faites. Donc, c'est vraiment en général de la bonne volonté du graphiste. Donc, moi, les graphistes avec lesquels j'essaie de travailler, j'essaie surtout déjà de base de travailler avec des graphistes qui ont les mêmes valeurs et qui, du coup, sont dans la bonne volonté par rapport à toutes ces pratiques éco-responsables. Parce que, comme je dis, le souci étant, c'est qu'il n'y a pas de... c'est difficile de trouver de l'information et c'est vraiment du bon vouloir de la personne qui va essayer de chercher elle-même. Donc, c'est difficile d'identifier des personnes qui seront parfaitement en ligne avec, sur la partie environnementale, tout du moins, du graphisme. D'accord, oui, justement, il y avait une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des labels, des certifications pour les professionnels, alors que ce soit des professionnels de la communication, tu vois, comme toi, sur tout ce qui va être comme responsable, ou justement plus spécialisés, des graphistes,
etc. Est-ce qu'il y a des choses, quand même, des certifications qui existent? Alors, il y a l'AACC, c'est l'Union des agences de union des agences de communication qui a développé, oui, un label agence responsable sur les agences de com. Après, qui doivent rentrer dans toute une démarche. C'est quelque chose qui est très, très nouveau. Donc, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'entités qui sont rentrées dans ce processus de certification. Et ça s'adresse plutôt à des agences qui sont déjà de taille un peu importante. Donc après, en termes de... Sinon, non, il n'existe pas de label par rapport à ça. Par rapport aux outils, comme je vous disais, il y a sur les impressions, il y a les imprimes-verts pour les imprimeurs, c'est en termes de compétences métiers. Sur l'événementiel, c'est de l'autodéclaration, il n'y a pas de labellisation de prestataires sur ça. Mais après, un moyen de voir, c'est aussi, il y a certaines agences d'événementiel qui font des bilans carbone par rapport aux événements, etc. Donc ça, c'est une façon de voir s'il y a un vrai engagement derrière. Mais, et après, sinon, des agences de communication qui font partie de l'ESS, donc qui sont dans des coopératives. Donc, normalement, qui portent les valeurs de l'ESS sont logiquement dans cette démarche. Mais aujourd'hui, non, à part le label d'agence responsable qui vient juste de commencer, il n'y a pas vraiment de... D'accord, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, il est midi. On a une question plutôt sur, toujours sur l'identité graphique, les valeurs qui sont très connotées, développement durable, social, etc., le vert, le bleu, etc. Est-ce qu'il y a des consignes un peu pour ne pas tomber dans le trou, un peu dans le cliché, ou est-ce que finalement c'est l'identité générale qui prime sur la couleur? Bah, pour moi, il faut surtout que ce soit cohérent avec votre activité. Donc, et avec l'image que vous voulez renvoyer. Par exemple, on sait très bien que les couleurs... Enfin, normalement, un graphiste avec qui vous allez travailler, si vous êtes sur une activité qui est, par exemple, autour de la sérénité, etc., utiliser des couleurs froides comme le bleu, le vert, etc., ça a du sens par rapport à votre activité. Ou si vous travaillez dans des domaines, oui, de l'eau, vraiment de l'environnement, oui, ça peut avoir du sens d'utiliser des couleurs qui sont connotées en ce sens-là. Mais par contre, clairement, si votre activité n'a rien à voir avec ça, ça n'a pas de sens d'essayer d'utiliser des couleurs qui sont du référentiel du développement durable. Pour moi, il faut l'utilisation de la gamme colorielle ou de l'identité, elle doit être pas du tout basée sur le développement durable, elle doit être basée sur vous, votre identité en termes de marque et l'image que vous voulez renvoyer. Donc, est-ce que vous voulez renvoyer quelque chose de dynamique? Quelle est votre cible aussi? Essayer de voir à qui ça va, pour que ça lui parle le mieux et que ça fasse son job en fait. Donc, il ne faut pas, je pense, sur toute cette utilisation, il ne faut pas tomber dans les clichés du développement durable de façon générale en fait. Il faut oublier tous ces stéréotypes et vous recentrer sur votre activité, votre cible, vos objectifs. C'est encore une fois, je pense, un peu la conclusion que je disais sur, pour moi, s'il y a une chose à retenir sur la com responsable, c'est qu'en fait, il faut vraiment essayer de toujours optimiser ce que vous faites en communication et pour que ça réponde vraiment à vos objectifs et à votre cible. Et déjà, vous aurez fait une grande partie de la com responsable parce qu'en fait, ça va vous ramener à faire des choses qui ont du sens et ça va vous ramener du bon sens dans ce que vous allez faire au niveau de votre communication. Et après, tout le reste, finalement, c'est un peu du bonus. Super, une belle réponse de conclusion. Merci beaucoup, Marion. On a une petite dernière question qui n'a pas eu le temps d'être traitée. Je ne sais pas si tu veux en prendre quelques minutes encore pour la traiter ou sinon on pourra te la partager. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, une toute dernière pour la fin. C'est justement sur toutes ces pratiques solidaires que tu mentionnais, notamment pendant cette période du corona, où on voit qu'il y a des super initiatives qui sont nées et qui potentiellement prennent le pas sur des métiers que d'autres organisent et pour lesquels ils se rémunèrent traditionnellement. Donc, comment on arrive à trouver un équilibre pour quand même être solidaire, faire des bonnes pratiques de façon bénévole pour l'instant
et pas trop empiéter et tuer ces petits acteurs qui font ça au quotidien et qui ont besoin de vivre. Pour moi, c'est sûr que là, l'élan de solidarité, il ne faut pas le… Enfin, qui est du coup à apporter énormément de contenu gratuit. Il ne faut pas que ça devienne la norme, la création de contenu gratuit, ça c'est sûr. Et typiquement, là sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la marque de vêtements de grossesse qui du coup a les professeurs de yoga, ou elles ont toutes fait ça bénévolement en fait, alors qu'à la base c'est leur façon de vivre, mais elles l'ont fait bénévolement parce qu'elles aussi ont eu un gain de notoriété, donc en fait finalement ça leur a permis de faire de la communication, donc c'est peut-être le fait qu'elle l'ait fait bénévolement, ça leur a coûté, mais ça leur a rapporté en termes de communication. Et après, par contre, pour la marque, pour moi, si la marque veut continuer à faire des lives gratuits et par contre, elle va devoir se mettre à rémunérer les personnes qui animent ces lives. Sinon, pour le coup, soit elle les rémunère de façon financière, soit elle les rémunère en gain de visibilité, ce qui est on peut considérer une forme de rémunération. Donc pour moi, c'est sûr qu'il ne faut pas rester sur ce modèle de « c'est normal d'avoir du contenu gratuit ». Et là, on est vraiment dans ce côté solidarité. C'est très bien, mais effectivement, il ne faut pas non plus que ce soit pérennisé comme normal d'avoir tout ce contenu gratuit tout le temps, je pense. Merci beaucoup Marion. J'espère que ça a répondu aux différentes questions qui ont pu être posées pendant ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'être restés avec nous, d'avoir suivi ce contenu. Vous pourrez le retrouver sur le site du Move en replay et sur notre chaîne YouTube. Et puis, on va vous partager la présentation et les éléments par mail à la suite de ce webinaire. Vous aurez le contact de Marion si jamais vous voulez échanger plus en détail avec elle. Voilà, si vous avez des demandes plus précises, il y a eu plein de demandes très spécifiques sur des labels, des acteurs de la communication responsable, des agences avec lesquelles tu as l'habitude de travailler qui sont dans cette approche et cette dynamique. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de contacts plus précis, n'hésitez pas à contacter Marion. Oui, si vous voulez que je vous renvoie même un détail sur les références à des ressources extérieures, le récap, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ou si vous voulez échanger davantage, je suis à votre disposition avec plaisir. Super. Et encore merci Marion. Merci à tous et à toutes. Une bonne journée. Et puis pour celles et ceux qui sont adhérents du Move, petit rappel, on a notre AG le 28 mai. C'est une belle année pour le Move parce que c'est une année où on va changer de CA. C'est des nouvelles orientations sur les 3 prochaines années. Donc voilà, si vous êtes disponible le 28 mai de 10h à midi, on sera ravis de construire le Move de demain avec vous.